Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, je suis avec Pipou. Comment ça va, Pipou? Ça va très bien, salut les barbus. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la deuxième partie des Gardiens de la Galaxie, afin de pouvoir découvrir les personnages que nous n'avions pas vus la fois dernière. Et donc, nous allons débuter avec le kit de Rocket et Groot, et plus particulièrement le personnage de Groot, qui est un personnage qui a connu de gros changements au cours du temps. Il est apparu la première fois en 1960 dans Tale of Astonishing numéro 13. Il s'agissait d'un monstre, là, littéralement un monstre extraterrestre. C'était Groot, la créature de la planète X. Et cet extraterrestre à l'aspect végétal venait sur Terre pour essayer d'enlever des humains afin de les étudier sur sa planète. Et il avait la capacité d'animer les arbres, et donc il avait pour but d'essayer d'arracher tout un village de la planète Terre pour l'emmener sur la planète X. Et il a été vaincu par un scientifique. Il a été vaincu par un scientifique qui avait dressé des termites, littéralement. Donc on est sur un personnage assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Après cette première apparition, on va le perdre, il va disparaître des radars pendant pas mal de temps, et il ne va réapparaître que dans le début des années 2000, et entre autres en 2005 dans Marvel Monsters, qui était une histoire impliquant tout un tas de monstres de l'univers Marvel qui se mettent à attaquer la Terre. Et donc parmi ce groupe de monstres, on retrouvait Groot. Et il va réapparaître à nouveau peu de temps après, donc aux alentours de 2006, dans la série Nick Fury All-In Commandos. Donc cette série part sur le principe que Nick Fury va rassembler un groupe de créatures monstrueuses afin de combattre d'autres monstres. Et donc dans ce groupe, on va avoir le loup-garou, donc Werewolf by Midnight, on va avoir une momie, on va avoir le monstre de Frankenstein, et parmi les personnages secondaires qui vont apparaître dans cette série pour seconder ce groupe d'anti-héros, on va avoir Groot, donc le même monstre de la planète X dont on a parlé un peu plus tôt, et qui est là toujours aussi gigantesque. On n'est pas encore dans sa forme, la forme qu'il va avoir dans les comics des Gardiens de la Galaxie. Et c'est quelques années plus tard où, dans la fameuse série Annihilation et Annihilation Conquest, où on va retrouver Groot cette fois enfermé dans une prison spatiale. Dans cette même prison, il va y avoir également Rocket Raccoon et Star-Lord, et donc c'est là que le groupe va se former. Quand Star-Lord va rassembler différents personnages afin de créer une nouvelle version des Gardiens de la Galaxie, là, il va bien entendu intégrer Groot à son équipe. Donc, bien entendu, Groot va réapparaître dans les films, donc à partir de 2013 dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, puis en 2017 dans le volume 2. Donc là, on va reprendre le Groot le plus récent, c'est-à-dire qu'il a, même s'il est grand, il n'est pas aussi gigantesque que dans ses premières apparitions. Et puis, il ne s'exprime que par un seul mot, à savoir I am Groot, je suis Groot. Et c'est Vin Diesel qui le double dans la version originale, mais aussi dans toutes les versions, enfin dans pas mal de versions internationales. Donc Vin Diesel a lui-même enregistré le dialogue I am Groot, donc dans différentes langues, dont le français. Et Vin Diesel, parlant relativement mal français, il s'est planté il a dit je s'appelle Groot plutôt que de dire je m'appelle Groot. Donc c'est une erreur de sa part, et cette erreur elle a été gardée, et du coup maintenant aujourd'hui Groot ne dit plus
je m'appelle Groot, mais je s'appelle Groot en français. Voilà pour le petit aperçu de ce personnage, un personnage assez étonnant dans l'univers Marvel et dont les origines sont quand même assez surprenantes. Ouais. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup la figurine de Groot qu'ils ont proposée. Et je trouve que le pack, Groot et Rocket, il va clairement ensemble en fait. Ils ont bien fait et j'aime bien cette animation, justement à la fois où on voit passer son bras d'un côté du socle et qui ressort sur le socle de Rocket. Et je trouve ça génial. Et en plus, par rapport aux compétences qu'ils ont mis dans leur carte, je trouve que ça matche bien et c'est vraiment top. Je propose qu'on passe à la carte de Groot d'abord. Avec plaisir. Alors, hop. Donc du coup, Groot, c'est un personnage qui coûte 3, donc plutôt pas cher pour pouvoir faire des compositions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a 7 points de vie. Il se déplace pas beaucoup, et en défense, il a 4 en physique, 2 en énergétique et 3 en psychique. Sa première attaque portée 2, donc c'est pas énorme, avec 5 dés, et il récupère autant de pouvoir que de dégâts infligés. Sa deuxième attaque, qui est un peu plus intéressante, mais qui reste quand même à courte portée, portée 2, 8 dés, 6 points de pouvoir, ce qui n'est pas donné. Avant d'infliger les dégâts, ce personnage peut lancer le personnage ciblé d'une distance S, et après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale déséquilibrée. Donc Groot, clairement, il n'est pas là pour se battre, il est surtout là pour cover, et c'est ce qu'on va regarder juste avec ses compétences. Donc il a 2 super pouvoirs, un super pouvoir qui s'appelle Plante Vivante, et avec Plante Vivante, du coup, on peut retirer 3 blessures de ce personnage pour un coût de 2, et il a Enchevêtrement de Vigne. Choisissez un personnage adverse à 3, il reçoit la condition spéciale Enraciné. Ce qui est intéressant, je vais pas venir en fait sur la carte de Rocket maintenant, mais en gros, Groot va servir de bouclier pour Rocket, et c'est ça qui est intéressant. Et avec sa compétence à 2 points de pouvoir, il va pouvoir à chaque fois régulièrement se soigner. Et sachant que 7 points de vie sur la première phase, il fait partie des personnages qui ont 3 à 3 de pouvoir, qui ont le plus de points de vie. Je crois que c'est même lui qui a le plus de points de vie, justement. Ouais, clairement. Pour les personnages à 3 points de pouvoir, la moyenne d'endurance, si on fait la somme en bonne santé et blessé, elle est de 11. Lui, il a 14 d'endurance en tout, donc 7 sur chacune des faces, ce qui est vraiment énorme pour 3 points de menace. Bon, après, l'inconvénient, c'est qu'il tape à 2. Voilà. Je pense qu'il est intéressant pour aller revendiquer des objectifs en direct, mais ça va être compliqué pour lui de les revendiquer parce qu'il se déplace à S. Donc si on a des cartes qui permettent de déplacer les personnages à S plus vite, il peut être très intéressant à le mettre au contact d'un objectif, et donc apparaît apparaît les coups avec ses 7 points de vie, et ça régène à 3 pour 2 pouvoirs, quoi. En plus, il peut l'utiliser autant de fois qu'il veut, donc autant dire que pour 4 pouvoirs, on le remet full life, quoi. Je propose qu'on passe au descriptif de Rocket, parce qu'en fait, en gros, pour vraiment parler de Groot, va falloir qu'on parle de Rocket. Donc, je te laisse la main sur Rocket. Rocket aussi un personnage assez étonnant, parce que même s'il date de 76, il était apparu assez peu dans le temps. Donc sa première apparition, c'est dans Marvel Preview numéro 7. Marvel Preview, c'était des petites histoires courtes mettant en scène des personnages, divers personnages. Et donc là, il s'agissait d'une histoire de science-fiction avec le personnage central, c'était le prince Wayfinder, qui est un héros galactique et qui va se retrouver sur une planète habitée par des animaux anthropomorphes. Et entre autres, il va tomber sur un personnage qui s'appelle Rocky Raccoon. Rocky Raccoon, c'est une référence à la chanson des Beatles qu'on trouve sur l'album blanc. Et donc sur cette planète, il y a donc ces animaux anthropomorphes et des robots devenus plus ou moins fous. Et Rocky va raconter au prince son histoire. En fait, ce sont des extraterrestres très avancés qui ont décidé de manipuler génétiquement des animaux pour en faire des compagnons.
Les robots étaient là pour les servir. Et donc cette race a disparu. Et donc il ne reste plus sur cette planète que les robots complètement fous et les animaux anthropomorphes. Et donc Rocky va accompagner le prince dans son aventure. Et le prince va finir par réussir à quitter la planète. On retrouve ce raton laveur quelques années plus tard, donc en 1982, dans Incredible Hulk 271, où Hulk va se retrouver sur la planète de Rocky Raccoon, et cette fois-ci, son nom a changé, donc ce n'est plus Rocky Raccoon, mais il va vraiment prendre le nom de Rocket Raccoon, et il va être accompagné également d'un morse, référence encore une fois aux chansons des Beatles avec la chanson I Am the Walrus, je suis le morse. Petit clin d'œil. Rocket Raccoon va ensuite apparaître très sporadiquement dans des aventures de Miss Hulk ou de Quasar, comme personnage un petit peu rigolo, un petit peu clin d'œil, mais c'est à nouveau avec la série Annihilation, où on va retrouver Rocket Raccoon, donc il va être enfermé dans la même prison que Groot, et il va rencontrer effectivement Star-Lord, et il va fonder les Gardiens de la Galaxie, et il va même diriger cette équipe lorsque Star-Lord va être exclu des Gardiens, parce que l'équipe va se rendre compte que Star-Lord a utilisé les pouvoirs mentaux de Mantis pour manipuler l'esprit de ses compagnons, et donc Star-Lord va être exclu, et c'est à ce moment-là que Rocket va devenir le leader des Gardiens de la Galaxie. Ça va être que temporaire, mais c'est quand même intéressant de le noter. Donc voilà, à nouveau un personnage qui apparaît dans les films, donc entièrement en CGI, mais doublé par l'acteur Bradley Cooper. Et il va créer comme ça un duo avec Groot, qui est vraiment un duo mémorable, qui va marquer les esprits pendant pas mal de temps. Voilà. Mais non, mais en plus, il est fun. Et puis moi, je trouve que dans le film, là, les interactions qu'il a avec Quill, c'est assez sympathique. Enfin, il envoie un peu chier tout le monde, Rocket, et c'est cool avec son petit caractère. Il met à l'amende des trucs. Moi, j'ai bien aimé ce personnage dans le film. Je sais pas comment toi tu le vois. Et en plus, même par la suite, dans les Avengers, tout ça, il devient un peu touchant quand il perd tous ses potes. Il se rend compte qu'en plus, en fait, il les aime, quoi. Et que finalement, sans eux, il s'emmerde. Et je trouve que c'est super sympa. Enfin, j'ai bien aimé le voir j'adore évoluer. la scène dans Gardiens de la Galaxie Volume 2, où il se retrouve en train de réparer le vaisseau et qui doit foutre en l'air toute l'équipe des Scavengers là, qui sont... Ah ouais, elle est énorme, cette scène, elle est énorme. D'ailleurs, là, ça représente pas trop sa carte de personnage, mais dans cette scène, il est ultra badass. C'est tout à fait vrai. Je propose qu'on passe à la carte de personnage, justement. Et donc, on a un personnage qui coûte 2, donc on n'en a pas beaucoup qui coûtent 2 jusqu'à présent. Mais en termes de points de vie, il est moins bon que les autres, parce que si je compare à Wong et à Black Widow, ils ont tous les deux 4 points de vie sur les deux phases, quand lui, il en a 3. Et je crois que Nebula aussi, elle a 4 points de vie sur les deux phases. Par contre, pour autant, c'est un personnage super intéressant. En termes de carac, il a 2, 2, 3. Et il déplace à M, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et c'est là qui est tout intéressant, c'est qu'il a 2 attaques. Et elles sont à portée 5. Donc lui, il a la portée max pour pouvoir taper. Et les fusils plasma, portée 5, 5D. Autant de dégâts, de pouvoir que de dégâts infligés. Et après, on a Décimateur Hadron, portée 5, 7D, 4 points de pouvoir. Vortex, avant d'infliger les dégâts, les autres personnages ennemis à 3 distances du personnage ciblé subissent 1 point de dégâts et sont repoussés d'une distance S. Autant dire que quand des ennemis sont en train de revendiquer un objectif, et comme ils sont tous à distance 1, logiquement de l'objectif, donc ça veut dire que à distance 3, ça fait quand même pas mal autour d'un objectif, et ben là, bam, ils sont tous dispersés de S, et franchement, ça c'est excellent, quoi. Après, c'est bien si on a pas d'attaque de zone,
C'est moins bien si on veut faire des attaques de zone derrière. Mais quand les mecs ils sont 3 et que la personne elle a joué avant vous et qu'elle peut pas rejouer, bam, un petit coup de décimateur et ça enlève tout le monde dans l'objectif et après on peut ramener une de ses filles pour récupérer un objectif, quoi. Et ça c'est quand même top. Qu'est-ce que t'en penses, Pipou? Non, c'est clair, c'est une attaque vraiment très très sympa qui peut te dégager un coin de la carte assez rapidement. Après, on a un petit truc que je trouve sympa, c'est piège. Alors, c'est pas énorme, parce que ça coûte quand même 3, donc c'est assez cher. Mais c'est un petit élément qui peut mettre la pression à son adversaire. À un moment donné, il peut se passer quelque chose, quoi. Donc, piège, c'est lorsqu'un personnage ennemi termine son mouvement à 3 de distance de ce personnage peut utiliser super pouvoir. Lancer 4 dés, le personnage ennemi subit un dégât pour chaque critique et effet obtenu. Donc sympathique, moins bien qu'un lancer et un peu plus cher qu'un lancer, mais ça peut faire le job si on a des points de pouvoir. Mhm. Et après, on a garde du corps personnel, donc c'est là où c'est intéressant de jouer Rocket et Groot ensemble, parce que Groot, bah, il est ultra léger, mais on a vu que ses attaques, elles étaient ultra badass. Et ben, quand il a un de Groot, et ben c'est Groot qui prend les dégâts, et lui, il va pouvoir être là pour taper les autres, tout simplement. Et si d'aventure il venait à se faire taper, on a ce personnage bénéficie toujours de couvert. Ça veut dire, quelle que soit la situation, il aura forcément une réussite sur un de ses dés de défense. Ou on enlève une attaque adverse, je sais plus exactement, mais c'est soit on retire un dé C'est- d'attaque adverse, soit j'ai une défense automatique qui est faite. Tu peux remplacer un de tes résultats par une réussite. Voilà, c'est Euh, ça. Donc on a un de nos dés qui est automatiquement réussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vas-y, je te laisse rajouter quelque et c'est chose. quand même aussi intéressant de voir le fait qu'il soit de taille 1. Enfin, les personnages de taille 1 sont relativement rares. C'est un inconvénient Bah, parce c'est que c'est ça le veut dire seul, qu'il hein, va je devoir crois, pour le moment. escalader même une simple voiture. Par contre, c'est vachement intéressant pour les attaques à distance parce que ça veut dire que lui, il va pouvoir se cacher facilement derrière un élément de décor. Et par contre, lui n'est pas gêné par les éléments de décor en question, puisque quand on regarde les lignes de vue, c'est uniquement la taille de la cible qui compte. Donc s'il y a une voiture entre lui et un autre personnage, lui a une ligne de vue sur ce personnage qui est de taille 2, alors que le personnage de taille 2 n'a pas de ligne de vue sur lui qui a une taille 1. Donc il se cache facilement. Ouais, Mais bon, faut quand même qu'il reste toujours à côté de Groot. Et Groot, lui, c'est il peut pas trop se cacher, le pauvre. Donc, je propose qu'on passe aux cartes. Et donc là, on a Duo Mortel. Pendant l'activation de Rocket, s'il est à 2 d'un Groot allié, les deux personnages peuvent dépenser 2 pouvoirs chacun. Rocket Raccoon peut immédiatement effectuer jusqu'à 3 attaques fusil plasma. Chaque attaque doit cibler un personnage ennemi différent. Ben ça, c'est énorme. Ça veut dire que en gros, pour 4 points de pouvoir, je peux attaquer 5 fois dans le même tour. Je fais un ménage de 5 mecs, quoi. Bah, 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 bah. c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ça peut tout faire. Bon, après, en même temps, il faut la caler, quoi. Il faut que, soit en fait, on s'éloigne. Enfin, je sais il me semble que j'avais déjà vu des parties où ça a été dur de l'utiliser, mais ça vaut le coup. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si vous l'avez Rocket et Groot, cette carte, c'est sûr, faut la. En fait, c'est deux personnages pour moi qui sont obligés d'être joués ensemble. Mhm. Tu peux pas les prendre en séparé, ils ont nettement moins d'intérêt, je trouve. Et après, We Are Groot, nous sommes Groot. Groot peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Groot et les personnages alliés à 4 de lui retirent 2 points de dégâts. Et en gros, ça fait référence à la scène du film où il les emballe tous. Et Mhm. du coup, d'ailleurs, c'est un peu émouvant cette scène. Notamment, on parlait de Rocket, mais je trouve qu'aussi, ils l'ont bien représenté encore une fois avec les effets spéciaux là sur. On voit, il est vraiment émotif le Rocket, donc c'est vraiment top. Et donc là, bah, on se soigne de 2 pour 3 pouvoirs. Enfin, moi, je trouve ça bien. Ouais, En gros, Groot est c'est vraiment rentable Je trouve que c'est rentable dès le deuxième personnage que tu touches, quoi. Mm. C'est vraiment cool. Groot est vraiment un personnage qui est vraiment là en support, quoi. Pour moi, il n'a pas d'attaque, il attaquera pas Groot. En attaque, c'est vraiment rare de mettre des attaques, mais il va juste être là pour aider les autres, pour mettre un peu des malus à ses adversaires, et surtout tanker, quoi. Mais sinon, il attaquera pas.
Je propose qu'on passe donc à la dernière faction, enfin pas faction, mais boîte de figurines de cette faction, qui est donc Drax et Ronan. Et on va commencer par les figurines. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces deux figurines? Alors, je suis pas fan de la figurine de Ronan. Je trouve que sa pose est un peu, elle fait pas très naturelle, même s'il y a effectivement toujours son marteau, hein, l'arme universelle. Et après, Drax, au départ, j'étais pas non plus convaincu, mais pour en avoir vu quelques-uns peints, la figurine peut être plutôt sympa quand même. Eh ben moi, je dirais l'inverse de toi. Pour une fois, on n'est pas d'accord. Mais moi, je trouve que la figurine de Ronan, elle est stylée. Et je l'ai vue en vrai, et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Elle est un peu plus grosse qu'une figurine de taille normale. Et du coup, je trouve que cette position en tenant le marteau comme ça, c'est plutôt pas mal. Et j'avais kiffé la peinture d'un gars sur internet qui avait fait Ronan, et je trouvais qu'elle était magnifique. Alors, je sais plus comment c'est son pseudo, mais ça commençait par un B, Beljam ou un truc comme ça. Et il avait fait un truc de malade, quoi. Sa figurine, elle était vraiment super stylée. Et moi, ce que j'aime pas avec Drax, c'est qu'on dirait qu'il force pour chier, quoi. Il est en mode, je vais chier, quoi. Et je suis pas fan. Voilà. Et je trouve que après, peut-être qu'il respecte un peu plus les comics, mais il a pas du tout la même tête que. Il a pas du tout la même tête que dans les bouquins, enfin que dans le film. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas dans cette figure. Voilà, la position, elle est pas idéale non plus. Et pour Ronan, par contre, je préfère cette tenue à celle qu'on peut trouver dans le MCU. Il est plus stylé comme ça. Oui. Du coup, qui tu souhaites nous présenter en premier? On peut peut-être commencer par Drax. Bah vas-y, je te laisse. Drax, un personnage qui a aussi connu une grosse modification avec le temps, donc, qui est apparu pour la première fois en 1973 dans Invisible Iron Man. Donc, il a été créé par Jim Starlin et Mike Friedrich au dessin. Et dans cette histoire, on nous dit juste que c'est Mentor. Mentor, c'est le père de Thanos, hein, c'est le chef des Immortels de Titan. Et donc, on nous dit que Mentor a créé ce personnage pour lutter contre Thanos, parce que Mentor trouve que Thanos devient beaucoup trop dangereux. Et ce n'est que un petit peu plus tard, c'est dans Captain Marvel, où on retrouve à nouveau Drax qui réapparaît, et on va connaître un petit peu plus de son histoire. Donc en fait, Mentor a créé Drax à partir de l'âme d'Arthur Douglas, qui est un terrien, qui a été tué, lui et toute sa famille, par Thanos. Donc en fait, c'était des quidam qui passaient par là, mais Thanos, le vaisseau de Thanos venait de passer, il voulait rester discret, et donc Thanos a foudroyé la voiture dans laquelle se trouvait toute cette famille, et donc entre autres Arthur Douglas a été tué. Et quand Mentor a recréé Drax, il lui a instillé l'esprit d'Arthur Douglas. Même s'il lui a privé de ses souvenirs, Arthur Douglas n'a gardé que sa haine de Thanos, qui avait détruit sa famille. Et donc là, on va avoir un personnage qui dispose d'un corps extrêmement puissant et qui est animé uniquement par la vengeance et la haine de Thanos. Donc le personnage est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque on avait outre son physique, donc il avait déjà la peau verte, mais il avait une cape violette, et puis il avait la capacité de voler, et puis une force réellement surhumaine, hein, puisqu'il était capable de, même s'il était moins fort que Hulk, il était capable de rivaliser avec Hulk, hein, donc c'est quand même pas rien. Bah pas du tout. donc on était assez loin. Drax va très vite s'associer avec Adam Warlock, entre autres dans
dans la guerre dans le gantelet de l'infini, hein, donc la guerre lorsque Thanos a récupéré les gemmes de l'infini. Petit à petit, on va découvrir que l'esprit de Drax est en train de s'abîmer, et Drax va petit à petit devenir plus ou moins, beaucoup moins intelligent, voire même carrément débile. Et Jim Starlin a fait des scènes clairement où Drax passe vraiment pour un imbécile. Et donc après le Infinity Gauntlet, Adam Warlock va créer l'Infinity Watch, hein, donc un groupe de personnes à qui il va confier chacun une gemme de l'infini, et donc il va confier la gemme de pouvoir à Drax, qui va tout simplement l'avaler comme si c'était un bonbon. Donc vraiment là, on parle d'un Drax à l'intelligence vraiment très très basique. Et donc dans Infinity Watch, Drax va avoir un certain nombre d'aventures. Puis au début des années 2000, on va plus trop entendre parler de lui. Et c'est dans le crossover Annihilation Conquest, pardon, où on va le retrouver à nouveau, et où Drax va mourir, il va être enterré, et son corps va se régénérer, et il va ressusciter sous une nouvelle apparence. Et c'est là que on va retrouver l'apparence moderne de Drax. Il va être un petit peu moins débile que ce que Jim Starlin avait fait précédemment, et il va croiser la route de Gamora et de Nova, et il va à son tour rejoindre le groupe de Star-Lord et rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Dans le MCU, il est joué par l'ancien catcheur Dave Bautista, et je trouve que ce qu'ils ont fait est vraiment excellent, avec un personnage qui n'est pas aussi débile que le Drax dont j'ai parlé précédemment, mais qui a quand même une intelligence, on va dire, assez particulière. Et la façon dont il est mis en scène est vraiment, je trouve, excellente, et avec des répliques réellement hilarantes. Vous ne me voyez pas. C'est ça. Quand je mange tellement lentement que je n'existe pas. Mais bon, voilà, non, elle est fun, cette scène. Ça faisait une demi-heure qu'il était dans la pièce. Enfin bref, c'était marrant. Et puis ils ont gardé le côté très personnage animé par la vengeance, hein, surtout dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Ça, c'était assez sympa. Donc même si son historique est pas le même que celui des comics, j'ai vraiment adoré ce qu'ils en ont fait. Moi aussi, j'aime pas. De toute façon, j'aime tous les gardiens au niveau des films, sont vraiment cool. Alors, je propose qu'on passe à la carte de Drax cette fois-ci. Donc, Drax the Destroyer. Donc, Drax coûte 3 points de menace. Il a 3-3-2. Et il a 12 points de vie, 6 sur sa première phase et 6 sur sa phase blessée. Pour moi, c'est un excellent personnage déjà de base. Le seul défaut que je peux lui trouver actuellement, c'est qu'il a que des attaques à portée 2. Donc sa première attaque à portée 2, ça a 5D, et avec ça, donc, autant de pouvoir que de dégâts infligés, il va pouvoir gagner. Si la cible a la compétence spéciale saignement, il peut relancer 2 dés d'attaque pour cette attaque. Et saignement, après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale saignement si on obtient un effet dans ses dés. Donc autant dire que s'il cumule les attaques, il va faire mal. Coup de tête. 2 portées, 4 dés, et ça coûte 2 points de pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que la personne reçoit la condition spéciale étourdissement si on fait un effet. Et si le personnage ciblé est de taille 3 ou moins, après la résolution de cette attaque, il peut être repoussé d'une distance de S. Donc quelqu'un qui aurait revendiqué un objectif, on peut, avec 2 points de pouvoir, même si on lui fait pas forcément de dégâts, le repousser de l'objectif. Et le plus important, on le rappelle dans le jeu, c'est les objectifs. Et donc de pouvoir avoir des points de victoire grâce à ces objectifs-là.
Donc, sa troisième attaque, tueur de titan, portée 2, 3 dés de base, mais ajoutez un dé d'attaque à cette attaque pour chaque jeton de blessure sur ce personnage. Donc, s'il lui reste un point de vie, c'est une attaque qui va être à 8 dés pour 3 points de pouvoir. Et ce qui est top, c'est que si en fait il a un effet, et ben il va pouvoir lancer un personnage de taille 4 ou moins. Donc ça c'est ultra pété. Imaginons il se tape contre Hulk, voilà, et il peut lui faire une attaque à 8 dés parce qu'il lui reste un point de vie. Il a de la chance, il a un effet, et ben Hulk on peut le prendre et l'envoyer sur une autre figurine. Et l'autre figurine va se prendre direct 5 de dégâts quoi. Donc ça, il y a 63%, 65% de chance d'avoir un effet, avec 8 dés. Bon, après, il faut quand même que l'autre, il ne te l'ait pas tué, quoi. Ouais. Et ça... ça. Mais bon, cumulé avec la carte qui permet de réanimer un mec pour 4, bah là, il les a, ces 8 dés, quoi. Donc, à voir. Moi, je trouve ça sympa. Après, il a 3 compétences. Donc, le destructeur, choisissez un élément de terrain ou interactif, un personnage, pardon, interactif, de taille 3 ou moins, et à portée 2, et lancez-le d'une distance S, donc il balance des trucs sur les autres. Animé par la vengeance, lorsque ce personnage subit des dégâts d'une attaque ennemie, vous pouvez utiliser ce super pouvoir, placer un jeton vengeance ou déplacer un jeton vengeance existant sur le personnage ennemi ayant causé l'effet. Lorsque ce personnage cible un personnage avec un jeton vengeance, avec une attaque, ce personnage lance 3 dés d'attaque supplémentaires. Après la résolution de cette attaque, le jeton de vengeance est retiré. Ce personnage ne peut avoir qu'un seul jeton de vengeance à la fois. Donc, ce qui est énorme, c'est que si le mec, s'il se fait attaquer par un mec, exemple là, on a notre petit Hulk qui l'attaque, et ben là, c'est pas 8 dés qu'il aura sur sa dernière attaque, mais ce sera 8 plus 3, donc 11 dés. Donc, le jeton vengeance est plutôt cool. Ça permet de faire mal. Même avec une attaque à 0, il aura 8 dés de dégâts, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bibou? Je trouve que c'est un personnage qui, malgré les courtes distances de ses attaques, peut faire quand même pas mal de dégâts. Donc, c'est pas forcément le personnage le plus facile à utiliser, je trouve, mais il y a quand même pas mal d'avantages pour lui. Et sa dernière compétence, c'est je peux encaisser. Lorsque ce personnage doit subir des dégâts, réduisez le total de dégâts de 1 avec un minimum de 1. C'est la même chose que Iron Man, il me semble. Oui. Et donc, du coup, ces 6 points de vie, pour moi, c'est un peu plus que 6 points de vie au final. Donc, on a vraiment un tank. C'est un tank. Mais qui fait mal, contrairement à Groot, qui est un tank qui fait pas mal. Voilà. Seul défaut, portée 2. C'est ça. Du coup, je propose qu'on passe à Ronan. On a déjà parlé de la figurine, donc je te laisse directement présenter ce personnage. Ronan, donc un grand vilain de l'univers Marvel, est apparu pour la première fois en 67 dans les 4 Fantastiques, donc dans Fantastic Four 65. Il s'agit d'un haut dignitaire Kree. Donc les Kree, c'est une race extraterrestre dans l'univers Marvel, mais une race extraterrestre plutôt belliqueuse et peu amicale. Et donc, Ronan est un de ses plus grands représentants. Il va affronter régulièrement les 4 Fantastiques, et il va affronter aussi les Vengeurs à plusieurs reprises. Et entre autres, il va y avoir un arc dans Avengers qui s'appelle l'arc la guerre Kree-Skrull. Et donc, dans cette histoire, où les Vengeurs vont se retrouver pris entre les Kree d'un côté, donc une race plutôt antipathique, mais de l'autre côté on a les Skrulls, qui notre race métamorphe, qui elle aussi est assez agressive et assez peu enclin à laisser les Terriens tranquilles. Donc on va avoir les Vengeurs qui vont se retrouver entre les deux. Et donc Ronan qui va avoir un rôle assez important dans cette histoire. On va le retrouver aussi quelques années plus tard, au début des années 2000, dans un crossover qui s'appelle Maximum Security,
où un certain nombre, une coalition d'espèces extraterrestres commence à se dire que les terriens sont un petit peu dangereux pour le reste de l'univers et vont isoler la Terre du reste de l'univers, et surtout vont se servir de la Terre comme un centre de détention. Donc ça va devenir une planète pénitentiaire. Donc d'une part, les terriens n'auront plus la possibilité de quitter leur planète, mais en plus on va aller déposer chez eux les pires criminels de l'humanité. Et entre autres, dans cet arc, c'est Ronan qui est chargé de s'assurer que les terriens et que les prisonniers sur Terre ne quittent pas la planète. Alors voilà, c'est assez important. Dans Annihilation, dont on a beaucoup parlé quand on parle des Gardiens de la Galaxie, on va retrouver Ronan qui va s'allier avec Nova. Donc dans l'arc Annihilation, on a un vilain Annihilus qui veut conquérir l'univers. Donc les Kree étant menacés au même titre que les autres civilisations, Ronan va s'allier avec certains héros, et c'est là aussi qu'il va s'allier avec, temporairement en tout cas, avec les Gardiens de la Galaxie, raison pour laquelle on le retrouve dans cette affiliation. Un dernier arc plus récent encore, qui est assez intéressant et où il a un rôle assez important, c'est dans War of King. Donc dans War of King, les Inhumains veulent établir une alliance avec les Kree pour ramener la paix, et donc Ronan accepte de cette alliance à condition, pour sceller cette alliance, il va épouser la sœur de Médusa, Crystal, et donc il y a le mariage qui est organisé entre Ronan et Crystal, et la cérémonie va être interrompue parce qu'une autre race extraterrestre, les Shi'ar, vont attaquer. Ils vont attaquer les Kree, et du coup ça va entraîner une guerre entre les Shi'ar et les Inhumains. Et donc c'est le gros bordel. Ronan va être au point de départ, puisque c'est son mariage qui va être interrompu par cette attaque. Voilà, donc c'est vraiment une figure plutôt de grand vilain, très classique chez Marvel, mais il a eu des moments de gloire. Parce que là, s'associer avec les Inhumains, c'est plutôt être gentil, entre guillemets. Oui, tout à fait. Je propose qu'on passe à sa petite carte. Alors, Ronan the Accuseur, pardon, parce que c'est en français qu'on dit accusateur. Donc, il coûte 4, ce qui est le personnage là qu'on a vu aujourd'hui, qui est un peu plus cher que les autres. 6 points de vie d'une face, 6 points de vie d'une autre, 3, 4, 4. Moi, je trouve que ces stats, elles sont correctes, elles sont bien. Il a 3 attaques, une attaque à portée 2 de base, qui est ultra violente à mon goût, mais faible portée. Pas tout avoir, malheureusement. Après la résolution de cette attaque, ce personnage gagne autant de dégâts, de pouvoir que de dégâts infligés. Et là, lancé, donc il a un effet. Avant d'infliger les dégâts, le personnage ciblé, et s'il est de taille 4 ou moins, il peut être lancé. Mais c'est énorme. C'est énorme. Surtout même si on lui a pas mis de dégâts, il est lancé. Donc lui, il va pouvoir fighter des Miss et des She-Hulk, des Hulk, et les balancer sur les potes. Et ça fait super mal en vrai. Il peut pas paquer ses personnages à cause de Ronan l'accusateur. Après, donc, il a arme universelle, ce qui est intéressant aussi parce que ça a apporté 4, 5D, mais là, ça va nous permettre de pousser si on a un effet. Donc, pour libérer un objectif ou frayer un chemin, c'est super bien. Et si l'attaque inflige des dégâts, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale choqué. Donc, pour rappel, choqué, donc c'est le personnage retire un dé à ses jets d'attaque. Ça peut bien faire chier l'adversaire s'il peut pas attaquer comme il veut après par la suite. Et la dernière attaque, c'est Justice Kree. Et donc là, ça fait 8 dés, ce qui est énorme. Pour 4 pouvoirs, ça a porté 2, par contre, c'est le défaut. Si l'attaque inflige des dégâts, après la résolution de cette attaque, le personnage reçoit les conditions spéciales
étourdi et déséquilibré. Mais sans quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'effet. Donc pour info, étourdi, c'est si un effet entraîne que le personnage gagne un point de pouvoir, il est limité à un point de pouvoir. Et déséquilibré, lorsque ce personnage est activé, sa première action doit être se ressaisir. Donc en gros, il fait perdre direct, voilà, pour 4 points, t'enlèves une action à un gars, et en plus il est limité à un pouvoir, ce qui est plutôt pas mal, surtout si on l'enchaîne derrière. Parce que je crois que si en fait il est blessé et qu'il a cette compétence-là, et ben même que tu lui mets 4 points de dégâts, il aura que 3 pouvoirs. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Donc ça peut grave faire chier quand tu veux faire tomber un personnage ou le faire retourner de face, parce qu'en plus d'avoir pas joué, eh ben, il peut même pas être badass au tour d'après. Donc cette attaque, elle est vraiment top. Après, il a 3 pouvoirs encore. Donc jugement. Lorsque ce personnage ou un allié à 3 de ce personnage subit des dégâts d'un effet ennemi, après la résolution de cet effet, vous pouvez utiliser ce super pouvoir. Le personnage qui a causé l'effet reçoit la condition spéciale jugement. Alors ça coûte 2 points de pouvoir. Et la condition spéciale jugement, c'est le personnage ne gagne plus de pouvoir lorsqu'il subit des dégâts d'une attaque ennemie. C'est énorme. Oui, parce que c'est quand même l'une des principales sources pour gagner des pouvoirs, c'est à chaque fois que tu te prends des coups. C'est surtout quand tu cumules un gars. Si tu le fais retourner tour 1 et qu'après le gars il veut le jouer tour 2, mais en fait il aura pas de pouvoir, donc au pire il te mettra 2 attaques de base et c'est tout. Et ben là ça permet derrière de le fumer direct. Je pense notamment à une Valkyrie qui arriverait avec 5 points de vie, bam, tour 1, bras. Elle ne gagne pas ses 5 points de pouvoir, donc elle ne pourra pas te faire son Dragon Fang. Et après, derrière, bam, tu la réenchaînes avant qu'elle te fracasse en vrai. Donc non, pas mal. Et après, l'accusateur, donc là, ça le concerne lui. Si lui devient hébété ou KO, le coco, il va se déplacer de S. Et s'il peut te mettre une poigne avant de se casser, bah, du coup, tu te la prends dans la gueule, quoi. Et ça, c'est assez marrant. Après, oui. Pour 0 pouvoir. Ah oui, ça coûte rien. C'est son petit effet. Bon, après, il faut quand même le mettre KO ou les BT. Mais bon, c'est ça qui est top. Mais ça veut dire que derrière, bah, en plus, il s'est pris des dégâts, il a gagné des points de pouvoir, et comme il va mettre une attaque, tu vas récupérer en plus des points de pouvoir. Donc, lui, au tour d'après, il sera badass, quoi. Donc, après, il a porteur de gemme, donc la gemme pouvoir, ou immunisé poison. Pour info, la gemme de pouvoir, ça coûte 1. Et donc, du coup, ça porte le personnage à 5. C'est juste qu'il aura la chance de pouvoir avoir 3 pouvoirs par tour. Et lui, en ce qui le concerne, eh ben, quasiment, il pourra jouer Justice Cri à tous les tours. Parce que, ouais, il met une attaque normale, il gagne un pouvoir. Et après, il se fait sa Justice Cri à tous les tours. Donc, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'à 5, il n'y a pas mieux à jouer? Ça, c'est vous qui vous faites votre propre opinion là-dessus. Et nous avons 2 autres cartes dans ce pack, qui est, quel qu'en soit le prix, lorsqu'un personnage déclare une action d'attaque, pendant son activation, il peut subir 1 à 3 dégâts pour jouer cette carte. Réduisez le coût en pouvoir de cette attaque par le montant de dégâts subis. Donc ça, c'est pas mal. Notamment si on a Groot au corps à corps, hein, je reprends les mêmes gars. Du coup, comme il peut se régénérer, ben, se mettre des dégâts, c'est pas gênant. Et même si t'as Ronan et que t'as Groot à côté, il peut régénérer les autres, Groot. Bah du coup, ça peut être bien. Enfin, moi j'aime bien. Après, on a Rage surnaturel. Pendant l'activation de ce personnage, il peut dépenser 2 points de pouvoir pour jouer cette carte. Pendant cette activation, si le personnage est à portée 2 de 2 personnages ennemis, ou plus lorsqu'il effectue sa prochaine attaque, ajoutez 2 dés à son jet d'attaque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a 2 dés pour cette activation en plus, donc c'est sur tous les jets de dés. C'est pas uniquement un seul jet d'attaque. Donc pour moi, c'est un point positif. Voilà qui termine la présentation des Gardiens de la Galaxie. Je propose de vous faire un petit résumé. Donc, en gros, moi, je trouve que tous les personnages sont plutôt intéressants. Sauf Star-Lord. En tout cas, sa capacité de commandement. Et je trouve que la faction Gardien de la Galaxie se prive, en fait, soit de ses cartes, soit, en fait, ne va pas jouer sa capacité de commandement. Et donc, en fait, quel est l'intérêt de jouer Gardien de la Galaxie si ce n'est de jouer la carte l'équipage du Milano, mais cette carte en même temps, elle est avec des effets complètement aléatoires. Donc moi, les gardiens, je les prends plus comme une faction fun à jouer, mais
contre des factions qui sont ultra bien montées et des combos qui sont bien préparés, pour moi, ils font pas forcément le poids. Maintenant, à voir, peut-être qu'on a des téléspectateurs, enfin des spectateurs de la vidéo, qui eux, avec certaines missions et certaines cartes, arrivent à faire quelque chose de ouf avec les Gardiens de la Galaxie. Mais de ce que j'en pense, je me tourne pas vers eux, même si je trouve que la majorité des figurines sont quand même très stylées en termes de goût. Et c'est une des factions où il y a le plus de personnages à 3. Et moi, je trouve ça excellent, parce qu'en vrai, sur une combo à 15, bah, tu sors 5 personnages avec les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est pas négligeable. Ouais. Non, et ce qui manque, il faudrait un nouveau leader ou une nouvelle compétence de commandement. Alors, je vois pas trop qui pourrait faire office de leader alternatif à Star-Lord, à part peut-être Vance Astro, qui était le leader des anciens Gardiens de la Galaxie et qui a eu quelques aventures avec les nouveaux Gardiens de la Galaxie. Mais c'est vraiment le point faible de cette équipe, c'est la capacité de commandement. Ouais, ou alors une version alternative de Rocket, hein, de Star-Lord, pardon. Ouais. Mais pareil, et la seule figurine qu'on n'a pas présentée à ce jour, parce que peut-être que plus tard il y en aura d'autres, mais c'est aussi Angela, qui fait aussi partie des Gardiens de la Galaxie. Oui, on a présenté... Qu'on a présenté dans la vidéo des Asgardiens. Mais elle est très bien, c'est un très bon personnage, mais elle coûte un peu cher, mais très bon personnage. Après, est-ce que ça vaut le coup de la jouer en Gardien de la Galaxie plutôt qu'en Asgardien ou même en autre chose? Voilà. Non, mais voilà, on a tout dit en fait. C'est vraiment. C'est dommage parce qu'en plus, la figurine elle est vraiment stylée, quoi. Et sinon, tous les personnages sont plutôt bien individuellement. Même à compléter des factions, ils sont bien. Mais bon, après, si on joue fluff et qu'on apprécie les Gardiens de la Galaxie, on ne peut passer que des bons moments. Il faut pas avoir peur de perdre. Alors, bonne philosophie. Bah oui, non, mais après, des fois, il y en a qui aiment bien jouer ce qu'ils aiment bien. Et je pense qu'en plus, les filles plaisent à beaucoup de personnes. Donc je pense qu'on en retrouvera, mais je pense que avec des bonnes petites combos, elles font pas le poids, quoi. C'est pour le moment, en tout cas. On verra par la suite. Alors, du coup, je propose qu'on passe aux photos des viewers. Et du coup, là, on m'a envoyé une photo et la personne a décidé de rester anonyme. Donc, voici la photo de ces figurines. Et donc, on va commenter et je vais vous expliquer pourquoi la personne a décidé de rester anonyme. Donc là, en fait, des fois, quand on voit des photos sur Internet, on se dit, oui, la peinture, c'est pas forcément comment moi j'aurais fait, etc. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière chaque peintre, il y a une petite histoire. Et derrière ce peintre-là en particulier, bah, il y a une petite histoire. Et sa petite histoire, c'est qu'en fait, malheureusement, il est atteint de Parkinson. Et ça a été quelque chose dans son hobby qui a été très difficile pour lui. Parce qu'en fait, il kiffait peindre de ouf. Et qu'aujourd'hui, bah, à chaque fois qu'il peint, il est obligé de se maîtriser, de poser ses bras pour ne pas trembler et ne pas dépasser, etc. Et c'est très très dur. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant de vous le présenter, même si on garde son anonymat. Mais c'est pour vous dire, des fois, bah, pas forcément juger à une photo, mais de se dire que eh ben, peut-être que le hobby, eh ben, il y en a, ça leur fait dépasser des choses internes. Peut-être qu'il y a des gens qui manquent de concentration, on ne sait pas. Là, dans ce cas-là, bah, c'est compliqué pour la personne de pouvoir poser des couleurs. Et en gros, bah, pour lui, de peindre ses figurines, c'est un défi. Et c'est ce qui lui plaît, en fait. Et que ça le permet d'avancer aussi plus loin dans sa maladie, etc. Donc, bah, moi, en tout cas, à cette personne, je lui dis félicitations. Parce qu'en fait, il faut avoir du courage. Et merci d'avoir partagé ça. Parce qu'aussi, il faut avoir du courage de me contacter et de me dire ça, en fait. Toi, Pipou, qu'est-ce que t'en penses? D'abord, les figurines sont très chouettes. Moi, j'aime bien son Star-Lord. Ouais, il est stylé. Hein. De toute façon, elles sont toutes stylées, il faut dire la vérité. Et c'est clair. Et oui, c'est ça une passion, c'est ce qui nous permet un petit peu de nous retrouver, quels que soient nos cas, quels que soient nos éléments de vie individuels. Et je trouve ça vachement chouette que voilà, cette passion, ça le pousse un petit peu à se dépasser et non, c'est vraiment chouette. En tout cas, cher auditeur anonyme, on te félicite
et on t'encourage à continuer à peindre et à continuer à poster tes figurines. Ouais. Et franchement, c'est un message d'amour et d'espoir et vraiment top. Merci en tout cas de nous avoir confié ça. Du coup, on passe au deuxième, qui est Johan Puech, que vous connaissez très bien. Johan Puech, pardon, il va encore dire que je le fais exprès. Je le fais pas exprès, sérieusement. Donc, du coup, il nous a peint ses Gardiens de la Galaxie. Donc, vous avez eu l'occasion de voir déjà ses figurines, parce qu'il nous avait présenté son Thanos dans la vidéo de Thanos. Et ben voilà, moi je les trouve magnifiques, ces figurines. Enfin voilà, il les a vraiment très bien faites. Enfin, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pipo? Non, c'est vraiment très très chouette. J'aime bien, j'aime beaucoup la peau de Drax. Je la trouve Ah ouais, très très sympa. ouais. Bah, d'ailleurs, je pense que quand tu parlais tout à l'heure de la figurine de Drax, Ouais, tu tout à pensais fait. à celle-là, en fait. Je pensais à celle-là qui me fait revoir effectivement mon jugement de cette figurine et c'est vrai que quand on arrive à bien maîtriser les lumières, elle est plutôt pas mal. Et Et moi, puis c'est ça, pareil c'est très très chouette. pour sa Nebula, je la trouve ultra stylée. Et j'aime bien les couleurs pétantes qu'il a choisies, quoi. Elle est jolie, ça me donne envie de la faire comme ça. Et pareil, moi je disais sur la vidéo précédente que j'étais pas fan de Gamora. Mais là, pareil, comme Discordia, ils ont vraiment mis en valeur cette figurine. Et je peux que les féliciter pour ça. Donc vraiment, très très joli. Et merci encore, Johan, de nous avoir partagé des figurines. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Pipou? Non, bah effectivement, c'est une équipe qui est peut-être pas la plus performante de tous, mais c'est une équipe qu'on aime beaucoup et donc oui, c'est un plaisir de toute façon. C'est ce qui fait le plaisir de ce jeu, c'est de retrouver les personnages qu'on aime et de pouvoir s'amuser autour d'une table. Je suis d'accord avec toi. Et c'est les mots de conclusion de cette vidéo. Donc, merci les barbus d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à liker, à nous dire même ce que vous voulez retrouver dans ces vidéos. S'il y a des choses particulières que on doit s'améliorer ou on doit voir, n'hésitez pas à nous en parler. On voulait également vous partager l'adresse donc, du blog que vous avez pu voir sur l'écran, ainsi que notre Tipeee, parce qu'on essaye de s'améliorer de jour en jour pour la qualité de nos vidéos. Et là, on aimerait investir dans un fond vert pour toi, Pipou. Euh, on a aussi une autre caméra à acheter parce que la tienne, elle fait un peu des siennes de temps en temps. Donc, le but, ce serait d'avoir de nouveaux matériaux et qui seraient mieux. Et on essaye de faire ça aussi pour vous. Donc merci déjà à ceux qui nous ont soutenus et puis n'hésitez pas à continuer à nous soutenir et si les nouveaux, le cœur vous en dit, bah, vous êtes les bienvenus. Et voilà, et donc on aura l'occasion de faire des prochaines vidéos sur la présentation des personnages et je pense que les prochaines vidéos, ça va peut-être être les sorties qu'on attendait depuis un petit moment, mais comme mon petit doigt m'a pas encore dit exactement ce que c'était et quand c'était, on va garder la surprise et rendez-vous à bientôt sur la chaîne des Barbus. À bientôt. Que le poil soit avec vous. Ciao les gars.